Mais dans l'opposition, pour aller loin et pour faire cause commune et provoquer cette alternance, il faut déjà de la cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, on va nulle part. Et c'est malheureusement ce que Kanko n'a pas su faire. Aujourd'hui, il pleure le pleur du Mbolé, mais malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Voilà ce qui lui arrive. Ça me désole parce que le Mercier, avec avec de la bouteille, avec du répondant, des militants vraiment dévoués. Mais aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont la risée du monde. En vérité, était une décision unilatérale. Saupoudré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça a été enrobé, maquillé à une convocation. Il n'y a jamais eu de convocation. Il n'y a jamais eu de débat portant sur la nécessité ou non de boycotter l'élection législative et municipale. Puisque il convoque cette réunion à 11h. Membres du directoire, les départementaux, les régionaux. La conférence de presse ou le point de presse se fait à 11h30. Il a donc juste le temps d'informer ses cadres que voici la décision que j'ai prise. Aussitôt après, la presse qui attendait à la porte a été invitée à poser des questions. Mais cette décision, je ne sais pas par quoi elle était nourrie. Aujourd'hui, le poursuit, elle était fatale. Elle le poursuit aujourd'hui. Il veut être candidat. Il fait une vidéo le 25 novembre 2019 pour dire qu'il est conscient que cette décision qu'il vient de prendre l'empêchera d'être candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, patatrac, mystérieusement, il vient annoncer oubli et torbi. Ben écoutez, qu'il a des élus. Il est allé jusqu'à dire ça. Que le MRC a des élus. Comment pouvez-vous boycotter et prétendre avoir des élus? Sans souci. Donc soyons simples. Alors, je rappelle au passage que je suis ostracisé sur Equinox depuis 4 ans. Ah, vous êtes interdit. Pourquoi? Est-ce que vous voyez encore sur Equinox? Non, je me suis dit que c'était un choix. Pourquoi ne vous invitez plus là-bas? J'ai poursuivi que c'est une chaîne qui fait la promotion du MRC. Je suis désolé. Et même on n'en sortirait pas. Oh non, on va pas le dire parce qu'Equinox, on n'en sortirait pas. Sur les plateaux d'Equinox, on voit qu'il y a plusieurs. On voit qu'il y a un consultant qui est pro-MRC et le deuxième consultant est pro-MRC. Mais il y a les RDPC. Un crypto-MRC. Il y a un RDPC assez convenant ou assez adaptable. Mais il y a au moins un RDPC. Mais on ne va pas dire que on ne va pas faire comme eux. Equinox fait son travail, ils ont ligne éditoriale qui respecte. Ils sont obligés d'inviter le RDPC, ils sont obligés. Obligés par qui? Obligé par la coutume médiatique, si vous voulez. D'accord. C'est comme ça dans le Moi, si vous permettez, on va voir. Cette liste est malsaine. On doit aller combattre le mal si vous pensez qu'il y a un mal quelque part. Nous prenons l'engagement solennel. Je pense que le président candidat Maurice Kamto l'a dit à plusieurs reprises. L'extrême nord, pour nous, est une urgence. Urgence sur le plan infrastructurel. Nous l'avons dit dans notre programme, parce que les gens nous disent que nous n'avons pas de programme. Nous l'avons dit dans notre programme présenté aux Camerounais, que chaque année, nous mettrons une enveloppe entre 800 et 900 milliards pour des infrastructures routières dignes de ce nom. Et parmi ces infrastructures, l'urgence pour nous est à la construction, pas d'une route, pas à la réhabilitation d'une route, à la construction d'une autoroute. Gaoundéré, Garoua, Garoua, Maroua, Maroua, Koussé. Pour diverses raisons. Parce que non seulement cet axe-là est un axe qui nous permet aujourd'hui de pouvoir commercer avec nos frères voisins tchadiens. Et lorsque l'on connaît le flux aujourd'hui en termes de trafic partant du port de Douala pour Djamena, c'est vraiment soit c'est un aveu d'impuissance. Je voudrais dire que le chef d'État n'est pas un discoureur, c'est un solutionneur. Parce que c'est le discours qui a plus de propositions que je n'ai jamais lu auparavant. Je vais lister quelques propositions parce que je suis venu quand même avec une panoplie de propositions que le chef d'État lui-même a proposé. Le chef d'État a proposé la création des bureaux d'emploi municipaux pour encadrer les jeunes demandeurs d'emploi. Et dans la création des bureaux d'emploi municipaux, il est en train d'évaluer, n'est-ce pas, le travail, les métiers qu'il peut y avoir dans les municipalités, les communes, les communautés urbaines, avec notamment tout ce que vous connaissez sur le plan administratif, sur le plan de la police municipale. Et je crois que c'est une niche d'emploi que le chef d'État a créée là, qui peut donner près de 500 000 emplois. Il a parlé d'un cadre réglementaire qui régit l'aide d'embauche aux primo-demandeurs d'emploi pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État se préoccupe des premiers demandeurs d'emploi, ceux qui n'ont jamais travaillé. Et à cela, je trouve que la proposition est très importante parce qu'il parle d'un répertoire national des emplois des métiers de construction. Répertoire, ça veut dire que les gens vont lister. Partout où il y a besoin d'emploi, partout où on a besoin d'employés, on va lister et on va diffuser cela sur les plateformes pour que les jeunes Camerounais puissent se trouver d'emploi. Et il a également parlé d'une création d'un programme de promotion d'espaces verts pour l'assainissement, le recyclage des déchets et l'agriculture biologique, sans compter la confirmation, n'est-ce pas, de la contractualisation des personnels de santé. Je crois que ce sont des propositions concrètes que le président a données aujourd'hui. Mais là, est-ce que, parce que dans un discours comme celui-ci, on devrait en principe remarquer que le président a pu faire par exemple un bilan sur les promesses qu'il a faites les années d'avant, en disant ça, pour régler tel problème, par exemple, nous avons mis en place telle structure, voilà comment cela a fonctionné, voici les résultats que cela a produit, voici les nouveaux défis qui se présentent à vous, et voici les solutions que nous envisageons pour régler ces questions-là. Vous avez le sentiment que c'est ce qui a été fait? Il n'est pas revenu sur le discours passé, mais il y a quand même eu un certain nombre de promesses qui ont été tenues. D'abord, la promesse de la conquête des victoires du chef de l'État. Il y a eu des victoires. Il a promis à la jeunesse que les lions indomptables vont renouer avec les victoires. Il y a la promesse sur la réduction des frais de scolarité dans les centres d'excellence, notamment de 500 000 francs à 50 000. Cela a été fait. Aujourd'hui, dans les centres d'excellence de formation, c'est 50 000 francs. Ce qui permet aux jeunes qui sont vulnérables, pour emprunter le terme péjoratif de Dr. les enfants d'en bas, de pouvoir avoir une formation d'excellence. Il y a également le centre d'information et d'orientation professionnelle pour les emplois qui se trouve à Yaoundé,
Bamenda et à Bafoussam qui est en train de fonctionner. Les jeunes y vont pour pouvoir s'enquérir des informations par rapport, n'est-ce pas, à l'emploi. Il y a le plan triennal intégré import-substitution qui est en marche depuis de 2024 à 2026, qui permet, n'est-ce pas, de promouvoir la production locale, de faire des subventions pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, créer des entreprises pour réduire la dépendance avec de l'importation d'autres pays qui fonctionnent et dont les subventions sont en train d'être données aux jeunes et également l'incitation fiscale. En jamais le bon d'Actua, d'où vient-il donc que les gens disent que le président public répète la même chose? D'où vient-il que les gens pensent donc que le Renault ne fait rien pour les jeunes? Bah écoutez, c'est pas moi qu'il faut demander. J'ai 54 ans et je pense pas que je fasse partie de la tranche d'âge à laquelle le président Paul Biya s'adresse. Mais comme nous sommes très proches des populations, notamment des populations jeunes, nous avons eu donc la possibilité d'avoir le retour donc, de ces jeunes après le discours du chef de l'État. Moi, je vais commencer par. Je pense que c'est dans les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Quand on dit que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont fatigués d'écouter parce qu'ils ont écouté tellement pendant longtemps que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que M. Paul Biya est toujours au pouvoir. Moi, j'ai vu un chef d'État émoussé, fatigué, déconnecté. Sinon, comment comprendre qu'en 2025, année où le monde, dans sa globalité, où les jeunes dans le monde font face à un ensemble de défis, je ne comprends pas comment un chef d'État puisse commencer un discours en félicitant la qualification des Lions indomptables. Une qualification des Lions indomptables à la phase finale de la CAN est la chose la plus banale qui soit. C'est la 21e fois là que nous sommes qualifiés depuis qu'on a mis en place cette compétition en 1970. En quoi est-ce qu'aujourd'hui cela est un fait majeur? J'entends le point. Rappelez-vous que dans le discours du février 2024, il se plaignait justement de ce que ces lions qui font la fierté et qui sont un modèle pour les jeunes avaient fait une contre-performance en Côte d'Ivoire et il demandait justement à ces jeunes-là de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler. Est-ce que par parallélisme, ce ne serait pas intéressant qu'il commence justement son discours en disant « Ah, je l'avais dit, ces lions » qu'il a tenu sa promesse en fait. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous sommes en 2025. Je ne vois pas en quoi le football peut être quelque chose qui soit un élément de force pour un chef d'État. Qu'il y a eu des ordres après, le bicéphalisme qu'on a connu à la tête des Lions indomptables, double, deux staffs techniques, enfin, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Nous voulons avoir aujourd'hui une jeunesse bien formée. Nous voulons avoir aujourd'hui une jeunesse à qui nous donnons des capacités à aller affronter ce dont je parlais, qui est la compétition internationale. Nous voulons avoir des jeunes en qui on peut faire reposer un espoir, comme faire de lance d'un entrepreneuriat maîtrisé et contrôlé. Ça nous éviterait, et je pense que vous allez peut-être revenir là-dessus aujourd'hui, là où je parlais de chef d'État déconnecté. Vous avez vu toute la polémique qu'il y a aujourd'hui autour de personnes, enfin une en particulier qui l'aurait cité comme exemple à suivre pour la jeunesse. Personne n'arrive à comprendre comment faire. Pour nous, hein, qui aspirons quand même à gouverner ce pays, nous imaginons, parce que nous, on essaye de comprendre tous les jours comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas mettre dans le discours d'un chef d'État un nom sans que ce chef d'État ait la possibilité d'aller faire des recoupements. Il a quand même un ensemble de services spécialisés pour ça, des renseignements pour cela. Comment on a fait citer à un chef d'État quelqu'un qui aujourd'hui, et c'est pas d'Actua qui le dit, moi je reprends ici les termes d'une conseillère, pas loin, conseillère régionale, dans la région du Sud, région dans laquelle cet entrepreneur exerce. Je ne parle même pas de l'affiliation de cette conseillère régionale, comme pour vous dire que c'est quand même des choses à prendre avec crédibilité. Donc il en revient aujourd'hui, qu'on nous a présenté que le chef de l'État, il faut que les jeunes le retirent, que le chef de l'État a présenté un phénomène. Je vous dis, ce n'est pas d'Actua qui le dit, c'est une conseillère régionale qui le dit. Oui. Conseillère régionale du Sud, je n'ai pas envie de citer son nom ici. Donc le chef de l'État a présenté un phénomène à la jeunesse camerounaise comme modèle. Est-ce cela que l'on attend aujourd'hui de ce chef d'État? Vous avez tout à l'heure parlé entre autres, et j'ai entendu M. Meka s'y mettre avec grande joie. Vous savez, M. Meka, dans ce pays, ce qui est magique et formidable, c'est ce décalage qu'il y a entre tout ce qu'on nous annonce et ce qui est en réalité fait sur le terrain. Je ne parle même pas de promesses non tenues, parce que et je vous l'avais confirmé, ils nous traitent de personnes aujourd'hui qui viennent avec des promesses fallacieuses. Bon, moi j'aurais pu rappeler à M. Biya. Ah bon, c'est à vous qui s'adresse? Mais écoutez, vous savez, parce qu'il n'a pas cité nos noms. Ouais, comme d'habitude, il ne citera jamais. Quand il parlait à l'époque des vendeurs d'illusions, apprentis sorciers et tout le reste, on a un chef d'État qui n'a jamais respecté. D'accord, une opposition digne de son nom au Cameroun. Je pense qu'il a toujours été dans cette condescendance de super chef d'État, créateur du ciel et de la terre, et pour qui, si ce n'est pas lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre.
quand on lui parle de promesses fallacieuses, moi je voulais lui dire que c'est lui qui a annoncé un complexe industriel au portuaire Kribi. Nous attendons toujours le complexe. C'est lui qui a parlé du grand complexe d'Olembe. Nous attendons ne serait-ce que le stade. Nous attendons toujours. C'est lui qui avait, pour dire qu'il accompagnerait le complexe industriel au portuaire de Kribi, il avait annoncé l'aéroport à Kribi. Je pense que ça également, nous attendons toujours. C'est lui qui avait annoncé l'extension du chemin de fer qui irait pratiquement jusqu'au Tchad, qui aurait dû générer à peu près sur l'ensemble du projet plus de 100 000 emplois. Nous attendons toujours. Alors, nous avons, nous, des propositions qui sont concrètes. C'est des engagements que nous prenons avec le peuple camerounais. Je dis bien des engagements, ce ne sont pas des promesses. Quand nous disons que nous allons ramener le litre de carburant à 480 francs, sauf si M. Biya ne sait pas comment fonctionne l'économie du pétrole, avec toutes les démonstrations que nous avons faites, les Camerounais comprennent que là, on est dans quelque chose de concret, accessible à tout le monde. Pas besoin d'être sorti à la Havane pour comprendre pourquoi le carburant coûterait 480 000 francs, 480 francs, pardon, le litre, et qu'aujourd'hui, je me rappelle, j'étais sur un plateau avec, évidemment, André Meka, quand il y avait eu l'incendie de notre raffinerie nationale. Je crois, je doute bien qu'il se rappelle. Quand je lui disais, moi, Dachua, compte tenu de nos expertises au sein du MAC, quand je lui disais qu'il était impossible qu'on puisse réhabiliter la Sonara avant 5 ans, M. Meka, dans son sport favori, avait dit aux Camerounais, pris l'engagement que cette raffinerie serait réhabilitée au bout de 3 mois. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Je m'en souviens. Par contre, c'est Il dit qu'il s'en souvient. bien sûr, il ne s'en souvient jamais. Il ne s'en souvient jamais. Je ne perdrai pas mon temps. Je ne perdrai pas mon temps de parler, monsieur. En tout cas, c'est pas le sujet. L'importance de l'incendie. Quand nous annonçons, Sur les acteurs. quand nous annonçons, nous prenons l'engagement de faire une raffinerie de dernière génération, évidemment parce qu'eux, ils ne savent pas faire. Ils pensent que les choses les plus normales sont des choses extraordinaires. D'où M. Biya utilise des expressions comme promesses fallacieuses. Qu'est-ce qui est fallacieux? Quand nous disons que ce n'est pas normal avec le potentiel énergétique que le Cameroun a aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'il y ait le déficit que nous constatons depuis plus de 40 ans, qu'ils n'ont pas pu résorber. Vous pensez qu'il faut aller à l'école des mines de Centrale de Paris pour remonter le niveau en fourniture de l'énergie au Cameroun? Non, c'est une question de volonté. Et c'est des choses sur lesquelles nous avons pris des engagements. Ce n'est pas des promesses fallacieuses. Et tout ce que nous demandons aux Camerounais, et comme je ne cesserai jamais de le demander, c'est qu'ils aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales et qu'ils aient la possibilité de donner une autre chance à un autre Camerounais, autre que Biya, pour que les gens comprennent que les choses les plus normales ne sont forcément pas extraordinaires, M. Meka. Il y a aujourd'hui dans le présidium de Mercedes, un Camerounais. Et les gens sont là à nous dire, oh si M. Paul Biya meurt, on est foutu, il n'y a personne qui peut faire. Il fait quoi? Comment dire au quartier? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On a vu. Il dirige le pays depuis 42 ans. Elle manque bien sûr. Oui, j'ai ouvert la parole. Dans un meeting, il a parlé. Oui, justement, et quand il parle, je pense à cet extrait du chef de l'État. Il dit, cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra le moment venu de faire votre choix en toute responsabilité dans le calme et la sérénité de mon Kambia. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leurs desseins pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormis par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essayent de vous vendre. Pour ma part, je puis vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Et j'ai posé la question à qui il s'adresse et Angèle Lebon a répondu. Enfin, l'Assemblée a indiqué que, j'espère que je ne me trompe pas, que le président se parle à lui-même. Je peux reprendre cette question. En réalité, c'est un message adressé à la jeunesse camerounaise. Mais au-delà de la jeunesse camerounaise, il s'adresse aux partis politiques de l'opposition, à la société civile et à l'ensemble des Camerounais. Donc, ce n'est pas différent d'un message à la nation. Il s'adresse, mais particulièrement, il s'adresse aux partis politiques de l'opposition et à la société civile critique. La société civile qui a fait des sorties critiques. Il est qualifié d'irresponsable, d'auteur de promesses fallacieuses. Il dit que ce sont des sirènes du chaos. Et ça me permet de relever une contradiction d'André Luther Guéga tout à l'heure. Il dit au début, le RDPC est en pré-campagne. Mais ensuite, il dit Paul Biya n'est pas en campagne. Je voudrais bien que les téléspectateurs comprennent quelque chose à cela. Campagne, c'est pas la même chose. Comment peut-on être en pré-campagne, mais ne pas être en campagne? Parce que s'il avait ajouté, ce n'est pas encore la campagne électorale officielle, j'aurais compris. Mais il dit on est en pré-campagne, mais on n'est pas en campagne. Mais Paul Biya est en campagne. Tous les faits que vous avez cités, M. Duval Fangwa, montrent que Paul Biya a effectivement démarré la campagne électorale et qu'il est candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je conclue. La fin de votre propos, c'est je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Mais comment va-t-il continuer à être aux côtés des jeunes s'il n'est pas candidat? Alors vous faites dans le lien avec la dernière phrase de son discours du 31 décembre. Je crois qu'il disait que ma détermination au service demeure constante. Demeure constante. Et se renforce, se construit au quotidien. Au quotidien. Ces deux phrases-là montrent que Paul Biya est effectivement candidat à l'élection présidentielle et qu'il est en campagne. Je voudrais dire que, en fait, ces expressions-là, j'allais dire ces invectives, à l'endroit particulièrement de l'opposition, mais également à la société civile, notamment celle qui est très critique, celle qui fait des critiques au gouvernement, à ses discours, montrent que le chef d'État, en réalité, non seulement il est en campagne, mais il est dans un
dans un langage, il est dans un registre qu'on lui connaît très bien depuis les années de Brest. On le connaît très bien depuis les années de Brest, depuis les années de Villemort. Rappelez-vous, en septembre 1991, lorsqu'il vient à Douala, il fait un discours à la place du gouvernement. Me voici donc à Douala. Me voici donc à Douala. Et puis il dit autre chose. Mais en réalité, il s'adresse à qui? C'est à l'opposition. La coordination nationale de l'opposition et des associations, c'est comme ça qu'elle s'appelle à l'époque. L'opposition réunissait non seulement les partis de l'opposition, les leaders des partis de l'opposition, mais également les leaders des associations. Parce que c'était une force. L'opposition et la société civile. Et en 92, on a vu le produit de la force de l'opposition avec la société civile. Et en 2018 également, on a vu les éléments d'une opposition, d'une coalition qui s'est relevée et d'une société civile, même s'il n'était pas aussi fort qu'en 1992, mais qui a suffisamment démontré que le pouvoir en place et le pouvoir du pôle Biya en particulier pouvait basculer. Et toute la controverse qu'on a par rapport à l'élection présidentielle, au résultat de l'élection présidentielle 2018, montre à suffire que quelque chose de frauduleux ou d'inhabituel s'est passé dans ces résultats. Je prends un seul exemple. Aux téléspectateurs, qu'ils soient camerounais ou non camerounais, calculez les résultats officiels de l'élection présidentielle de 2018. Vous vous rendez compte, ça dépasse 100%. Ça dépasse le résultat du président Paul Biya, le résultat de Gabriel Libi, de Maurice Kamto, additionné, ça dépasse 100%. Et quand vous avez des résultats qui dépassent 100%, c'est qu'il y a une fraude. C'est le seul exemple que je peux vous donner par rapport à cette élection présidentielle. Maintenant, je continue pour dire que nous nous engageons donc effectivement vers l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec des acteurs qui ont commencé à annoncer leur candidature. Mais c'est Elekam qui va faire la première liste. Et ensuite, pour ceux dont les candidatures ne sortiront pas, il y a le Conseil constitutionnel. Mais en attendant cela, rentrons dans le discours du chef de l'État pour dire qu'il a affublé véritablement pas aux jeunes qui seront en âge de voter, mais à l'opposition et à une partie de la société civile, véritablement, je ne dirais pas une gifle, mais en réalité, c'est comme je le disais, depuis près de 30 ans, le président de la République, quand il est en campagne, il ne varie pas. C'est-à-dire c'est pratiquement les mêmes thèmes, c'est le même ton, c'est la même tonalité. Donc en réalité, le débat sur l'écriture de ce discours ne devrait même pas véritablement se poser. Certes, il y a eu des points sur lesquels on peut questionner les noms cités comme modèle, alors qu'ils ne le sont pas effectivement. Mais pour le reste, en ce qui concerne l'engagement ou la campagne électorale, c'est lui-même que je reconnais très bien à travers des expressions qui lui sont propres. Alors, H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.